Roland Kazan, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. On va déplacer le pupitre. Voilà, on arrive à la fin de cette matinée, hein, qui a été riche, effectivement, en échanges. J'avais oublié que j'avais aussi peu de cheveux sur l'arrière du crâne. C'est toujours vexant. On est bon? Voilà. Alors, voilà. Merci, messieurs, dames. Juste parce qu'en fait, je ne me suis pas présenté à vous. C'est-à-dire que oui, j'ai dit mon nom, je vous ai dit, vous m'avez vu faire effectivement un rôle de maître de cérémonie, mais mon métier, c'est humoriste. Non, c'est vrai, je joue des spectacles en théâtre régulièrement, c'est vrai. Madame, elle rigole déjà, vous voyez, c'est bien. Ah, vous me connaissez en plus, c'est dingue. Il y en a d'autres qui me connaissent là? Oui, non, on s'en fout, a-t-il dit. Oui, j'en suis à mon 4e spectacle. Et bon, alors puisqu'il est question d'apprentissage, je ne suis pas né humoriste. Hein. Au départ, j'ai fait le choix de la science, puisque j'avais fait un DUG à la faculté de Saint-Jérôme. Pour les plus anciens, on appelait ça un DUG et non pas L1, L2, maths, méca, etc. Et après, j'ai fait le choix de l'ingénierie. Je suis devenu ingénieur en informatique, j'ai travaillé dans le privé. Voilà. Après, j'étais à la ville de Marseille. Non, j'étais à la ville de Marseille. À la ville de Marseille, on y est, on fait corps avec l'institution. Et c'est un état, être à la ville de Marseille. Voilà, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Et puis après, je suis devenu coach en entreprise, j'ai été consultant. Et puis en 2014, l'appel de la scène était vraiment trop fort. Et j'ai décidé de me reconvertir effectivement dans l'univers de la conférence et aussi du spectacle. Et lorsqu'on a préparé cette journée, Daniel me dit, hein, qui est ici présente, elle me dit, mais à la fin, j'aimerais quelque chose qui donne le peps un petit peu d'énergie, etc. Je lui dis, si vous voulez, moi j'ai un contenu. Et elle me dit, un sketch? Et je dis, non, on va pas faire un sketch, c'est tarte à la crème, ça va être posé comme ça, il n'y a pas de sens. Non, si vous voulez, je vous fais une petite allocution sur l'optimisme. Alors elle me dit, ça c'est super, alors là, l'optimisme, avec les défis qu'on a, on va en avoir besoin. Attention Daniel, moi j'ai une vision hyper spéciale de l'optimisme. Ouais, parce que généralement, on dit qu'un optimiste, il voit le verre à moitié vide. Un optimiste voit toujours le verre à moitié vide. C'est un pragmatique, selon moi, un optimiste. Bon, déjà, l'optimiste, ce qu'il voit, lui, c'est le verre. Il voit qu'il y a un verre, déjà. Il n'est pas dans l'air, le verre. Il est posé sur une table, d'accord, bien solide. Et ce qu'il voit, l'optimiste, parce qu'il regarde tous les détails, il voit qu'il y a une bouteille à côté du verre. Et qu'effectivement, il y a un liquide rouge, et c'est le même liquide qu'il y a dans le verre. Et il se dit, mais alors, il y a quelqu'un qui l'a rempli. Alors oui, il est à moitié vide, mais il est à moitié plein. Mais le vide qu'il y a au-dessus, c'est là où je vais pouvoir me réaliser. C'est là où vont être mes options. Comment est-ce que je peux faire, moi, pour prendre la bouteille et faire en sorte de rajouter un petit peu dans ce vide-là? L'optimiste, selon moi, il se dit, il y a toujours quelque chose à essayer, quelque chose à tenter. Parce qu'en plus, attention, hein, il voit bien que le verre, il est un peu ébréché. Il voit bien que la table, elle est un peu bancale, et tout ça, c'est sur un bateau en pleine tempête, et que le liquide, il risque de sortir tout le temps. Et malgré tout, il se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que, bien entendu, être optimiste quand tout va bien, c'est super facile. L'optimisme, c'est comme l'amitié. C'est dans la tempête qu'on en a besoin. Oh! Et oui, un optimiste, selon moi, étymologiquement, il cherche les options. Optimisme, option. Il cherche l'optimum. Malheureusement, il y a des états d'esprit qu'on a parfois qui nous empêchent de voir les options et d'être optimiste. Premier pilier mental qu'il faut faire exploser. Avant, c'était mieux. Avant, c'était mieux, je sais pas. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais en DUG à Saint-Jérôme, pour avoir un rendez-vous au secrétariat, il fallait prendre rendez-vous 6 mois avant. C'était les mardis des semaines paires, les mois impairs, de 11h12 à 11h28. Hein? Et on n'était pas sûr d'avoir quelqu'un. Maintenant, mon fils, il est en L2. Il a le portail EMT. Il a Amétis. Il télécharge ses cours. Il communique avec ses profs. Les profs répondent. Il télécharge des PDF. Il complète avec du YouTube. Chaque fois qu'il va au secrétariat à Saint-Charles, chaque fois qu'il y va, il y a quelqu'un qui lui répond. Et on le rassure, et c'est bien inscrit. Alors bon, voilà, l'ancien ingénieur en informatique que je suis, je me doute bien que pour mettre en place Amétis, le portail, etc., hein, il y a dû y avoir des comités de pilotage, des réunions, hein, des sites pilotes, le cahier fonctionnel, le cahier des charges techniques. Mais pourquoi on prend tel prestataire? Il vaut mieux le faire en interne. On a tous les informaticiens qu'on veut, ça va coûter une blinde, etc., etc. Mais au final, le portail, il est là, il fonctionne. Alors, on pourrait se dire, est-ce qu'on peut être râleur et optimiste? Ben oui,
Mais bien sûr, c'est avec des râleries collectives qu'on trouve les options et qu'au final, il sort une solution qui va à tout le monde. Mais si c'est orienté sur quoi? Sur l'apprenant, pour l'étudiant. Ah ouais, non, parce que, ah non, râler pour soi, pour dire ah, ça va pas, il y a des problèmes, etc. Ah ben non, ça c'est pas possible. Enfin si, c'est possible, mais ça s'appelle du pessimisme, pour le coup. Parce que être optimiste, quand tout va bien, c'est facile. Mais être pessimiste quand ça nous arrange, c'est encore plus facile. Ça permet de maintenir la zone de confort. Mais je veux aller en réunion, je veux exprimer ma vision. Oh, j'en peux plus, toutes ces réunions, il y en a marre. J'ai besoin d'infos, plus d'infos, donnez-nous des infos. Oh, j'en peux plus de tous ces newsletters, toutes ces infos. Non, il faut un cadre clair, des processus, une ligne claire qu'on va suivre. Oh là là, c'est trop rigide, on ne peut pas mettre un peu de souplesse dans tout ça, c'est pas possible. Et au final, l'argument ultime, c'est, de toute façon, c'était mieux avant. Alors, c'était mieux avant, c'est bizarre, parce que quand on explique aux jeunes que c'était mieux avant, on ne leur parle que des problèmes qu'on avait avant. On leur dit, mais on raconte n'importe quoi. Hein, on dit, mais, oh les jeunes, là, ouais, c'est facile avec vos tablettes, vos téléphones portables. Mais nous, à l'époque, on faisait tout à l'encrier, avec la plume, comme ça, des nuits entières à la bougie, on perdait la vue pour certains. Ah, au bout d'un moment, on avait de l'encre sur le bout des doigts, on saignait tellement, n'importe quoi. N'importe quoi. C'est comme ça qu'on va motiver les jeunes. On dit, ah, c'était mieux avant, regardez comme on a souffert. Hein, et quand on commence à manquer vraiment d'arguments, alors là, c'est le pays de Narnia. Là, c'est Star Wars, on raconte n'importe quoi. Ouais, mais je peux te dire, à mon collègue, qu'avant, au moins les tempêtes, elles étaient respectueuses. Ouais, mon petit, le vent, il demandait la permission avant de souffler. N'importe quoi. Non, pourquoi c'était mieux avant? Parce que c'est une histoire de ressenti. Hein. Pourquoi on s'accrochait moins? Mais parce qu'avant, on était plus jeunes. Regardez-les, les apprenants, c'est bon, ça va, pas de problème. Ça nous passait dessus. Rappelez-vous, quand vous étiez étudiant, vous étiez épuisé à force de faire la bringue, il fallait rendre un rapport. Hein? On a 6 mois pour le rendre, le rapport. Quand est-ce qu'on commence à s'y mettre? Bon, ben voilà, 3 jours avant, complètement défoncé, hein, 4 tubes de Guronzan, 18 litres de café, on s'y met comme ça. Et à l'époque, c'était les polycopies, fait à la main. Si jamais tu commettais une erreur, fallait tout réimprimer. Avec les transparents, avec l'effaceur, les trucs, le machin, le truc. On y passait des nuits comme ça. Le lendemain, on ressortait, on était éclatés. C'était une forme de tempête. Mais cette tempête-là, on l'a cherchée. Elle nous permettait de nous sentir vivants, hein, de nous réaliser. Cet étudiant-là, il n'avait pas peur parce que le lendemain, il repartait comme ça au combat, etc. Maintenant, on est assis comme ça. On reçoit un mail. Comment? Elle m'envoie une demande de rendez-vous, moins de 3 semaines avant dans mon agenda partagé. Oh Marguerite, je suis offensé parce que tu fais copie toute la hiérarchie. Hein. Ça va. Ah ouais, parce qu'il n'est pas question que j'affronte ça toute seule. Hein. Et Marguerite, je suis. En plus, tu m'envoies un document .doc, Microsoft Office Santa Maria del Capitalismo. C'est une honte, je ne travaille que sur LibreOffice. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On est devenus super sensibles. Alors, bon, faut faire gaffe, d'accord? Moi, je ne sais pas si c'était mieux avant, mais à force de dire à des jeunes, avant c'était mieux, on leur dit quoi? Ben nous, on a souffert, on s'est éclaté, mais votre monde à vous, il n'y a rien à en tirer. C'est pourri, c'est nul. Voilà, vous n'aurez rien de ce monde. Donc moi, je me méfie de cette posture qui dit que c'était mieux. Deuxième pilier mental qu'il faut, à mon avis, dégager, c'est demain, le sauveur viendra. Oh oui. Et là, ils verront. Oh oui. Lorsque le sauveur, avec l'organisation parfaite, idéale, matricielle, qui organisera tout, ah oui. Et alors là, il n'y aura plus aucun problème. Tout fonctionnera bien. Et l'univers sera comme ça, comme une mer d'huile. Alors, si vous connaissez un être humain capable d'arrêter le chaos de la vie et le bordel ambiant lié à l'humanité, il faut me le présenter. Hein. Moi, je l'embauche tout de suite pour régler les problèmes de ma vie. Hein. De ma toute petite expérience, du jour où on vous met l'organisation parfaite, où il n'y a plus aucun problème, mais le lendemain, c'est le bordel. Mais pourquoi? Mais parce que l'organisation, elle est créée par des humains complètement irrationnels, inconsistants. Ils vont projeter leurs biais dans ces organisations, comme pour l'intelligence artificielle. Hein. On ne va pas parler des robots, parce que là, je peux en parler 2 heures. Mais on va projeter nos biais. Et surtout, ça va être utilisé par des humains. C'est ça qui fait que ça ne va pas fonctionner. Parce qu'on dit, mais il suffirait de l'utiliser avec bon sens.
Mais mes petits amis, il n'y a rien de plus inconsistant, irrationnel que le bon sens. Pourquoi? Parce que chacun voit le sien. Voilà, chacun a notre bon sens. Et il faut faire très très attention. Parce que, à force d'idéaliser quelqu'un qui va arriver, demain ça ira mieux, oui, ça va se régler, on nourrit notre paradoxe de Tocqueville. Oui, humoriste, mais il y a de la référence. Alexis de Tocqueville, philosophe du 19e siècle, qui a beaucoup travaillé sur la démocratie notamment, et qui avait établi un véritable paradoxe. C'est l'idée selon laquelle, écoutez bien, plus on se rapproche d'un idéal, plus on est critique par rapport au fait qu'on n'a pas atteint un idéal. Plus tu es confort, plus tu le ramènes. Vous voyez l'idée? Dans les années 70, vous partiez en vacances en famille, on vous donnait une petite cahute avec un point d'eau, on vous disait la mer, elle est à 500 mètres. Non, il n'y a pas de piscine, non. Le village, il est là, tous les samedis, il y a la foire à la figue. Vous étiez content? En 2021, c'est la même cahute, mais c'est devenu une résidence protégée, d'accord? Il y a même une garde, voilà. Il y a une piscine, tout est climatisé. Hein, il y a de l'électronique, du digital. Ils ont ramené la mer pour pas que vous vous fatiguiez. Les DJ qui sont dans le village maintenant, parce que c'est devenu un club de vacances, ils viennent jouer devant chez vous, et vous allez voir le propriétaire, vous lui dites « Oh, Internet! C'est pas de la DSL, j'espère, hein? C'est de la fibre !» Voilà. Syndrome de Tocqueville. Voilà. Et il faut faire très très attention, parce qu'en fait, lorsqu'on a une vision qui est tellement puissante et on attend des résultats tellement forts parce que ça atteint nos valeurs, ben en fait on augmente notre niveau de frustration, parce qu'on ne l'atteint jamais, cet idéal, ça n'existe pas. Mais sauf que, qui c'est qui témoigne qu'on n'y arrive pas? C'est les autres. C'est les autres, ils sont le témoignage de notre frustration parce qu'ils n'utilisent pas les choses avec notre bon sens à nous. Et ils sont là, c'est à cause d'eux que notre syndrome de Tocqueville ne sera jamais atteint. Vous avez vu, c'est drôle, hein? Non, plus sérieusement, moi je pense qu'il faut faire attention aussi à ce message. Demain ça ira mieux, machin, on ne sait pas. Parce que déjà, je ne suis pas sûr qu'on ait la capacité de le dire. Mais surtout, quel message on envoie aux jeunes? Ben, il n'y a rien à faire, il suffit d'attendre. Donc moi je pense que le passé, il n'existe plus, et le futur, il n'existe pas. Qu'est-ce qui reste? Nous, ici, là, dans le présent, prêts à agir. Et c'est exactement ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous êtes venu prendre votre place, parce que vous imaginez sûrement qu'il y a des options. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui a été dit, peut-être que vous avez des choses à redire, peut-être que vous allez parler à Daniel, aux membres de l'équipe après. Mais vous allez leur témoigner. Le fait de dire, mais il y a ça, on pourrait faire ça. Personne ne vous a forcé à venir ici. Je parle aussi aux gens qui sont connectés et qui me voient, là. Hein, parce qu'ils n'ont pas pu venir, parce qu'ils étaient loin. Voilà. Ou parce qu'ils préféraient rester en calbute, hein, finalement, à la maison, avec un bon café, comme ça, là. C'est qui cet abruti qui gueule fort, là? Voilà. Remarque qu'ils sont à l'apéro maintenant, ils doivent être déchirés déjà. Hein. On les applaudit, on applaudit les gens à distance, merci beaucoup. Voilà. Hein, on pense à vous. Ils auraient pu ne pas se connecter, ils auraient pu. Mais comme vous, pour eux, pourquoi? Pourquoi? Parce que venir ici, ça a un sens pour vous. C'est ça qui nourrit aussi l'optimisme. Les choses qui ont du sens. Ça a du sens d'être présent ici. Et c'est ça aussi qui vous fait vous lever tous les matins, malgré les difficultés que vous traversez, malgré vos tempêtes collectives et personnelles. C'est le sens, d'accord? Ça a du sens que de vouloir effectivement aller travailler. Parce que je pense qu'il y en a certains qui se sont dit, peut-être même plusieurs, qui un jour se sont dit, j'arrête, j'en ai marre. J'en ai marre de me saigner pour une organisation qui ne me comprend pas. C'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Hein, je m'épuise, pourquoi rester la nuit, travailler, envoyer des mails à 22h? Demain, c'est fini. C'est fini. Hein, j'arrive à 8h au travail, je pars, 4h15, je plie, je me casse, je rentre à la maison. Vous savez quoi? J'irai à la pêche. Voilà. Et 2 jours après, un comité de pilotage. Mais vous racontez n'importe quoi, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que transmettre, la transmission, ça cristallise toutes vos valeurs. On l'oublie parfois, ça cristallise nos valeurs. Je m'inclus la transmission, le savoir, l'éducation, l'apprentissage d'un métier pour aider des gens à s'insérer dans quoi? Dans la société. Mais c'est qui s'insère dans la société? Des citoyens. Parce que c'est ça qu'il y a derrière l'insertion par le travail, c'est la citoyenneté. Vous ne saviez pas que vous faisiez tout ça, hein? Et ils vont dire, ouais, t'as vu, hein, je veux une augmentation, hein? Moi, je fais des citoyens. Ça a un sens. Et ce que je voudrais dire par là, c'est que dans la mesure où vous continuez, effectivement, à agir,
Ben, au bout du compte, c'est les apprenants qui en bénéficient. Même si vous faites un clic Excel, ou que vous avez un échange un peu vigoureux, vous avez vu, politiquement correct, hein, un peu vigoureux en comité de pilotage, au final, c'est l'apprenant, parce qu'on les aime, ces apprenants, quand même. Hein, moi aussi, j'interviens pour des apprenants, je les aime. Ah ouais, quand ils sont dans la salle, là, en table en U, comme ça, avachis, là, sur la table, hein, sur leur ordinateur portable, à tapoter, là, comme ça, avec leur téléphone, hein. On dirait des managers en comité de pilotage. Il y a 8 ordinateurs qui se sont éteints, là. Et oui, les apprenants, on les aime, on a envie de les prendre comme ça, dire, mais tu vas te réveiller, écoute-moi, mais c'est pas possible, mais tiens-toi droit, tu reviendras la tête. Je sais pas pourquoi je prends toujours un accent pied noir quand je fais ce séquence, mais c'est pas possible. Quand on a envie de secouer quelqu'un, même quelqu'un qu'on déteste, c'est qu'il est important pour nous. Et ça, on ne peut pas se couper, parce que nos destins sont liés. Et avant de vous quitter, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai vécue justement dans un institut d'apprentissage de jeunes managers, qui sont comme ça en Bac+2, Bac+3, Bac+4, etc., sur des chantiers. Séance de cours de prise de parole en public. Bon, ça commence toujours très dynamique, alors sachant que c'est eux qui demandent des interventions dynamiques, mais c'est dire, oh, monsieur, on est fatigué. Bon, donc ça se fait, prise de parole, respirer, être en 3D, comme ça, apprendre à parler, bon. On présente son projet professionnel. Et à la fin, je dis, bon les gars, il reste une demi-heure, cette demi-heure, elle est à vous. Posez-moi des questions. Qu'est-ce que je peux vous apprendre de plus? Quand est-ce que vous avez été en difficulté sur la prise de parole? Allez, on y va. Je ne vous la refais pas. Hein. Donc j'ai dit, bon écoutez, vous savez quoi? Vous m'avez gonflé. Allez, cassez-vous, à la semaine prochaine. Non, je ne l'ai pas dit comme ça. Et ils s'en vont. Et là, il y en a deux ou trois, mais ça c'est très sérieux, je ne fais pas d'humour. Ils viennent me serrer la main, mais à deux mains comme ça. De manière très vigoureuse. Et me dire, merci, monsieur, merci. Pourquoi il me dit merci, quoi? C'est mon job. Je viens pas chercher des méga remerciements. Pourquoi il insiste comme ça? Et le quatrième me donne la réponse. Il vient vers moi et il fait ce geste-là. C'est vrai, tout ce que je vous raconte, là, il n'y a pas de sketch. Là. Il fait, monsieur, merci, là, ce que vous nous donnez. J'ai dit, mais pourquoi il vient me remercier pour un acte de transmission qui est dans la logique même d'un institut d'enseignement? Pourquoi? Ben, j'ai compris. Parce qu'en fait, il pense qu'il ne le mérite pas. Ils ne s'aiment pas. Ces jeunes ont une estime d'eux-mêmes catastrophique. Vous savez pourquoi? Mais c'est normal, c'est notre société qui leur renvoie cette image-là. Il faut qu'ils soient au top. Il faut qu'ils deviennent le héros de leur vie. Il faut qu'il soit super beau, avec la méga coupe de cheveux, il faut que le dernier survêt à la mode, il faut qu'il soit in, il faut qu'il sache parler. On leur dit, tu sais pas parler français, bien comme nous on parlait français, tu sais même pas t'exprimer, tu sais pas choisir les bons mots. Même si on leur dit pas directement, ils l'entendent, et l'estime de soi, elle descend, petit à petit, petit à petit. Et en fait, quand j'interviens, pas parce que c'est moi, mais parce que c'est vous aussi, n'importe qui, il y a deux choses qui s'enclenchent. La première, c'est que il se dit, mais si lui, il passe du temps à s'énerver contre moi et qu'il veut me donner quelque chose, c'est que je vaux quelque chose. Et l'estime de soi, elle commence à remonter. Et en plus, si on arrive à faire en sorte qu'il se souvienne de ce quelque chose, il se dit, mais en fait, je suis un peu moins bête qu'avant, donc je peux tenter quelque chose. Pour moi, l'estime de soi, c'est un des ressorts fondamentaux pour cultiver l'optimisme. Et vous, c'est pareil. Parce que si vous lâchez, et que finalement vous n'êtes plus exigeant comme vous l'êtes, si vous n'êtes plus râleur comme vous l'êtes, si vous n'avez plus envie comme vous avez envie, et qu'on laisse faire les choses, lui en bout de chaîne, il va le sentir. Il va se dire, mais en fait, tout le monde en a rien à faire de nous, quoi. Alors on adore les détester, mais votre action, elle a une action directe sur ces gens-là. Mais je pourrais vous poser la question à vous aussi. Elle en est où, votre estime de vous? Parce que vous aussi, on ne vous fait pas de cadeaux. Tout ce que j'entends à l'extérieur, bah, ces profs qui comprennent rien, qu'est-ce qu'ils apprennent à mon fils, c'est n'importe quoi, c'est pas logique, c'est tous des fonctionnaires, et moi je travaille, je fais ça. Des gens qui n'ont jamais donné une heure de cours de leur vie. Hein. Des gens qui se pensent compétents et architectes parce qu'ils ont vu une demi-heure de tuto sur Internet sur comment décorer sa maison, avec Valérie Damido. Hein. Des gens qui regardent 3 épisodes de Dr House, qui vont sur Wikipédia et qui vont voir le médecin qui dit « C'est ça qu'il faut me donner, docteur, vous êtes un abruti, Dr House, il a dit !» Votre estime de vous, elle en est où? Votre estime de vous, elle en est où? Vous avez vu? J'ai fait une contre-pétrie.
involontaire, c'est la fatigue. Elle en est où? Il faut en prendre soin aussi, parce que derrière, c'est votre optimisme. Et je voudrais vous envoyer un message, il faut faire attention soi-même à notre propre syndrome de Tocqueville. Quand on en veut trop, c'est là où, mais il faudrait ça, et que la vie ne nous le renvoie pas. À la base, notre estime de nous, elle est là. Et plus on monte la barre en disant il faudrait, qu'est-ce qui se passe inconsciemment? Qu'est-ce qu'on se dit? Je ne suis pas à la hauteur. Et voilà, avant j'y arrivais mieux, j'y arrive plus. Alors on ne se l'avoue pas, hein, mais on se sent dépassé par les événements, par ce rythme fou, cette financiarisation qu'on n'a pas demandé, qu'on ne veut pas, parce que normalement l'éducation ça devrait être gratuit, et je suis fait pour vous comprendre. Mais c'est pas comme ça. Alors il faut savoir aussi se protéger. Et en fait, il faut savoir juste un petit peu, voilà, juste un petit peu, voilà. Remettre l'estime de soi pour se dire, je suis à la hauteur. Effectivement, je peux faire quelque chose pour ces jeunes. Et c'est comme ça que vous prendrez soin de votre estime de vous. Et moi, j'ai envie de prendre, pour finir, j'ai envie de prendre soin de votre estime de vous, à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes des gens généreux. J'ai bien pété l'ambiance. Je pensais qu'un compliment, ça ferait sourire, mais non. Pourquoi? Je vous dis que vous êtes des gens généreux. Et pourquoi eux aussi, là, je dis que c'est des gens généreux? Vous allez comprendre. Parce que vous êtes venus ici, vous pensiez que vous veniez recevoir quelque chose. Je voudrais vous démontrer que vous êtes venus donner quelque chose. Vous êtes venus donner la chose la plus importante pour celui qui passe sur scène. Vous êtes venus donner votre temps, votre attention, votre écoute, votre intérêt. Et pour moi, petit humoriste, conférencier parfois, après 18 mois de Covid, vous me permettez de m'insérer dans la société par mon travail. Vous me donnez ma place en tant que citoyen. Un humoriste qui ne monte pas sur scène, ce n'est pas un humoriste. En venant donner du sens à ce que je fais, vous me donnez ma place. Et en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que votre présence, vous en rendez pas compte, mais je veux le dire, même si c'est un peu personnel et que ça risque de me faire dérailler la voix, parce que ça m'émeut toujours quand je le dis, votre présence justifie tous mes choix. Tous mes choix. De l'élève de primaire à Saint-Barthélemy à Marseille jusqu'à l'homme qui est sur scène maintenant, votre présence justifie tous mes choix. Moi, le petit enfant d'émigrés arméniens, italiens, espagnols, quasiment illettré, qui ne savait pas lire, qui a fait le choix de la science, du savoir, de l'ingénierie, parce que j'étais trop hypersensible, parce que je n'arrivais pas à gérer ce monde et toutes ces émotions. Moi qui ai fait ce choix-là, l'ingénierie, le management, les serveurs Oracle, les bases de données, les réseaux, tout ça, qui ai fait le choix après du coaching, de la psychologie, du management, de la philosophie, des arts, du théâtre et de la musique, votre présence justifie tous mes choix. Si vous lâchez, ça veut dire que tous mes choix n'avaient strictement aucun sens. Et que je n'ai rien à faire sur scène aujourd'hui. Or là, maintenant, quand je vous parle, quand je vois vos regards, je me dis que j'ai ma place ici sur scène. Ça veut dire que mes choix étaient les bons. Ça veut dire que vous tiendrez. C'est un raisonnement par l'absurde. Avant de vous laisser, je ne voudrais pas vous laisser partir avec l'idée que je suis en train de vous donner des leçons, parce que d'une part, je pense que vous n'avez pas de leçons à recevoir, et deuxièmement, je n'ai pas de leçons à donner. Je voudrais juste vous témoigner que face à certaines tempêtes, on a toujours le choix de la posture qu'on peut adopter. Que rencontrons-nous à nos enfants et à nos petits-enfants? Que la vie c'était pourri? Que tous les managers, les politiques, c'est des pourris, c'est nul, ça ne marche pas, qu'il n'y a rien qui fonctionne, que personne n'a rien compris à notre vision, que le monde il n'a pas d'avenir, et on va devenir des cyniques, etc. Ou est-ce qu'on leur dira, la vie c'est pas parfait? Mais on a essayé, il y a eu des tempêtes, parfois on s'est planté, mais on était ensemble. Et parfois, on a réalisé quelques succès. Et ces succès ont permis à des jeunes gens de devenir apprenants, de s'insérer dans la société par le travail et de devenir des citoyens. Je vous laisse avec ça. À vous de jouer. Merci beaucoup.